Bon alors, salut à tous. Aujourd'hui, c'est une interview pour la chaîne Kiri Vitae et on a le plaisir d'avoir Claude Portal. Donc, le but de la chaîne Kiri Vitae est de réunir un maximum de biographies, de réunir des histoires de chiro passionnés pour que tout le monde puisse avoir un mentor. Donc, aujourd'hui, Claude Portal, forcément, qui es-tu? Eh ben, je suis chiro depuis 47 ans, parce que je viens d'entamer ma 47e année de cabinet. J'ai fait mes études à Palmer, j'ai reçu mon diplôme en septembre ou octobre 1974, ça fait quand même déjà quelques années. Et je suis installé depuis soit à Tours où j'ai commencé, soit à Saint-Cyr. Et Saint-Cyr, ça touche Tours, donc c'est dans l'agglomération tourangelle. Je n'ai pas bougé depuis, je n'ai pas de cabinet secondaire, j'en ai qu'un, ça me suffit. Voilà. Comment t'en es arrivé à commencer les études de chiro? J'ai commencé les études de chiro suite à un accident de voiture. J'ai eu un accident sur le périphérique à Paris. Comme il y a de temps en temps des gros ralentissements, j'ai quelqu'un qui est arrivé derrière qui m'a fait rétrécir ma voiture de 50 cm. Je me suis retrouvé comme un coup du lapin carabiné. J'ai consulté un, deux, trois toubibs, on m'a fait des radios, on m'a dit non, non, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Bon, moi j'avais quand même des maux de tête, des cervicalgies, des insomnies suite à cet accident de voiture. Et quelqu'un que je connaissais m'a envoyé consulter Jean Bellaval, qui était à l'époque rue Bonaparte, là, juste en face de Saint-Sulpice, qui est le cabinet de Daniel Nicole maintenant, si je ne me trompe pas. Il m'a soigné, ça a tellement changé ma vie que j'ai laissé tomber l'électronique et je suis parti faire chiro aux États-Unis. Voilà, c'est Pourquoi comme avant, quoi du les coup, événements. t'avais quel âge? Tu faisais déjà un métier avant? Oui, oui, oui. J'étais en train de finir mes études d'électronique, j'étais en 1971, j'avais donc 23 ans. Mais du coup, j'imagine, donc en 71, la chiro, c'était pas à l'IFEC. Non, à l'époque, la chiro, c'était les États-Unis, donc il fallait avoir un visa d'étudiant, pouvoir justifier d'un certain financement possible pour pouvoir obtenir son visa. Et bon, je suis parti. Je me sentais pas trop prêt, j'avoue, à l'époque, pour aller prendre des cours en anglais, mais bon, on a la chance, habitant en région parisienne, j'ai pu aller à l'Institut franco-américain Boulevard Raspail, je ne sais pas si ça existe toujours, prendre des cours d'américain. Ce qui m'a aidé et pas aidé à la fois, parce que je me souviens, pour la petite anecdote, c'était une noire américaine new-yorkaise qui faisait les cours. Elle avait l'accent de noir, de black, elle avait l'accent new-yorkais, un accent de fille, si je puis dire. Et quand on a atterri aux États-Unis, on a atterri à Chicago. Je suis tombé sur un autre noir qui était un homme avec l'accent de Chicago et je ne comprenais rien du tout. Et j'avoue que le premier trimestre, ça a été assez laborieux. J'ai passé plus de temps à consulter le dictionnaire parce que bon, j'avais pas le niveau d'anglais adéquat. Ça m'a valu d'avoir un repeat course en psychologie parce qu'en psychologie, il fallait vraiment connaître les nuances. À Palmer, à l'époque, pour avoir nos diplômes, il fallait avoir quelque chose comme 14 de moyenne. Et si tu avais moins de 14, mais plus de 10, au lieu de repiquer ton cours, tu pouvais repasser l'examen. Alors j'ai bachoté, 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 et j'ai eu ce sacré examen. C'est le seul que je n'ai pas eu du premier coup. Mais bon, c'est là où on s'aperçoit que l'anglais, c'était quand même problématique. Et puis bon, on arrivait dans l'Iowa. L'Iowa, c'est un peu l'équivalent du Berry français. Donc il y avait accent là. On changeait de prof toutes les heures ou toutes les 2 heures. Donc on avait des profs qui avaient l'accent New York. Le cours d'après, c'était un gars qui venait du Texas. Le cours d'après, c'était un gars de l'Iowa, ce qui fait que c'était quand même sacrément déroutant pour moi. Je pense que je n'étais pas le seul dans les étrangers à avoir cette petite problématique. Puis bon, après 3 mois, 6 mois, on s'habitue un petit peu aux accents des différents profs et puis on roule, quoi. Ça va? Mais du coup, quand tu es parti, comment? Parce que c'était une somme énorme d'argent déjà de payer l'école, ensuite de faire le voyage jusqu'à là-bas. Il fallait avoir une conviction, non, pour partir. Oui, oui, bah, j'ai raclé tous mes fonds de tiroir, vendu ma voiture, vendu tout ce qui pouvait être vendu et ça m'a permis d'être là-bas. J'étais marié quand je suis parti.
Donc, ma fille est née, Nathanaël est née aux États-Unis, ce qui m'a permis, comme elle est américaine, de bénéficier d'un permis de travail. Et puis, comme beaucoup d'étudiants à l'époque, bah, j'ai mené de front et mes études et le travail. Et puis, bon, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. J'ai fait un peu tous les métiers de la création. J'ai distribué des petits journaux dans les boîtes à lettres. J'ai nettoyé des voitures. J'ai travaillé dans une scierie après une tornade à remettre tous les morceaux de bois en route. Enfin, j'ai travaillé par des entreprises de travail temporaire et j'ai pas été difficile sur ce qu'on me proposait. Il fallait que je paye mes études, donc j'ai pas été regardant. Et pourquoi tu dis on? Vous étiez plusieurs à partir de France pour aller aux États-Unis comme ça? Bon, nous étions 7 ou 8, je ne me souviens plus combien de kilos nous étions. Il y avait Dan Nicole qui était déjà là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Jean-Paul, Jean-Pierre? Non? Jean-Pierre, non, Jean-Pierre d'Italie, tu veux dire? Oui, Quel Jean-Pierre? Mersman. Mersman, non, non, Mersman a commencé en Angleterre, si je me souviens bien. Il est venu finir à Palmer, mais il a commencé en Angleterre, je crois, Jean-Pierre. Il y avait Daniel Nicole, je suis en train de parler à Daniel. Il y avait Daniel Arafine qui était là. Il y avait un de nos confrères qui était à Clermont, qui n'est pas resté en France. Il est reparti aux États-Unis où il a été justement prof dans la faculté de Chiro de Los Angeles. Je suis en train de chercher son nom, mais ça fait 50 ans bientôt que je ne l'ai pas revu. Il m'a fait défaut ce soir. Tu me prends comme ça. Il y avait un Olivier qui a été pendant longtemps du côté d'Arcachon, qui est en Espagne, je crois, maintenant. Je verrai les noms, ça me dirait quelque chose. Il y a Mais Michel. bon, tu les connaissais déjà, tous ces Kiro avant de partir ou? Non, 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 on s'est Non. rencontrés, on a fait Ok, connaissance sur place. d'accord. Je ne connaissais aucun Kiro. Moi, j'ai connu Jean Bellaval. Avant de partir aux États-Unis, il fallait faire un dossier pour avoir l'accord d'association française. J'ai rencontré le président de l'époque qui était vers la gare Saint-Lazare. Je me souviens de l'endroit, mais je ne me souviens plus de son nom. J'ai un annuaire, je te dirais ce nom-là, mais comme ça, il y a froid là. J'avoue, je ne Oui, sais bien plus. j'aurais dû te dire de réviser. Mais Voilà, je suis rendu réviser tout ça, tant qu'on la liste des Kiro. Si j'avais l'annuaire de ma promo, je pourrais dire dans les Kiro qui ont gradué, comme on dit là-bas, cette année-là, il y avait un tel, un tel, un tel. et du coup, les études en du coup 71, tu as gradué en 74, du coup, ça se passait comment? Ben, ça se passe sans doute comme ça se passe aux États-Unis actuellement. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de changé. Hein. Il y a des C'est quoi unités de l'ambiance? valeur un petit peu comme dans les IUT en France, donc des examens trimestriels, et puis dans tout un tas de matières. Et puis bon, il faut que tu fasses ton quota de cours. À l'époque, on avait 4 années universitaires de cours, et je me souviens qu'un de nos confrères de Nancy avait fait une étude comparative à l'époque entre le cursus de Palmer, d'où il venait également, et puis la faculté de médecine de Nancy. On était grosso modo dans le même nombre d'heures de cours, tout en ayant un nombre d'années plus réduit, parce que bon, les cours étaient sans doute plus intensifs. Et il y avait des domaines où on n'avait vraiment pas à rougir. Je me souviens de petits détails. En pathologie, on a autant d'heures de cours qu'eux. Quand on a, bon, les jeunes générations, on n'avait plus ces problématiques-là, mais nous, à l'époque, on nous disait qu'on avait notre diplôme dans une pochette surprise. C'est pour ça, je pense que ce confrère avait fait cette étude comparative entre les études de médecine à la faculté de Nancy et puis ce qu'on faisait à Palmer à l'époque. Je ne sais plus qui c'est qui avait fait cette étude. Ouais. Je crois que c'est Gaucher-Peller, non, dans un Il y a livre. Pierre-Louis aussi qui a fait des études, qui a publié un bouquin. Il a fait pas mal de choses, mais je n'ai pas ça en tête. Je ne crois pas que ce soit lui, hein, mais D'accord. c'est vrai que Pierre-Louis fait pas mal de recherches également. Parce que j'avais vu ça dans un livre, ça s'appelait la chiropraxie et vos vertèbres. Il me semble, il y avait une étude comparative dedans. Et c'est vrai que c'est incroyable Oui. de Oui, pouvoir c'est vrai qu'il comparer. a écrit
Pierre-Louis avait écrit plusieurs bouquins. Il a écrit un bouquin, je dirais, grand public sur la chiro. Et puis, il avait fait une thèse de doctorat en histoire, si je me souviens bien, sur un bouquin qui devait parler de l'histoire de la chiro. J'ai ce bouquin-là, un super bouquin, relié cuir. Il avait fait ça majestueusement. Il faut. Et du coup, quand tu étais dans tes études, il devait y avoir des très grands chiros qui vous donnaient des cours, non? Oui, il y avait des grands chiros qui nous donnaient des cours. Il y en a un qui a eu l'occasion de soigner ma fille aînée. Ma fille aînée n'a qu'un petit problème de rotation du pied gauche, sans doute pas une position fétale, toi, qui n'était pas très adéquate. Et je suis allé consulter un médecin américain et lui demander ce qu'il pensait de ces choses-là. Il m'a dit, bon, c'est simple, on va la laisser grandir un petit peu, on coupe le fémur, on fait un quart de tour vers l'extérieur, et comme ça, vous verrez, ça sera super. Moi, je n'étais pas très chaud avec ce genre de truc. Alors, je suis allé voir justement nos professeurs, qui est le docteur Strong, Virgile Strong, qui habitait pas très loin de chez moi, et qui était prof d'anatomie et de philosophie, et qui est par la suite devenu d'ailleurs doyen de Palmer. Et il m'a dit, bah, amenez-moi votre fille et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Et bon, c'est quelqu'un qui faisait principalement de l'upper cervical et il avait un neurocalormètre, si je me souviens le nom de cet instrument que je n'ai jamais réutilisé en France. Un truc avec une probe, il te regardait la température au niveau de l'atlas axis et juste avec un upper cervical. Et après quelques séances d'ajustement, son pied tout est revenu à sa place sans besoin de chirurgie ou quoi que ce soit. C'était vraiment le premier truc qui m'a marqué. Un autre truc qui m'a marqué, alors on dira, il n'y a pas d'évidence scientifique, hein, c'est pas démontrable, je suis entièrement d'accord. J'ai pris un coup de froid carabiné aux US parce qu'en hiver, on a eu moins 40. Et mon docteur, quand j'étais en clinique, était notre confrère qui est un petit peu plus âgé que moi, Xavier Dutarispe, qui est en Espagne maintenant. Et Xavier m'a soigné 2-3 fois par jour pendant 2-3 jours et sans aucun médicament. Et je me suis débarrassé de ma pneumonie. Bon, c'est peut-être pas scientifique, mais bon, c'est quand même la réalité clinique. Voilà. Pour donner des Ça en fait exemples partie. de l'efficacité de la clinique. Voilà. Parce qu'en général, ce n'est pas la recommandation principale pour la chiro, les problèmes pulmonaires. Il ne se passe pas d'hiver sans que je vois des patients qui ont eu des antibiotiques, ça ne fait rien. Il y en a qui ont eu des antibiotiques, qui ont essayé l'homéopathie, ça n'a rien fait. Et puis on débloque tous les problèmes du grille costal, parce qu'en général, il y a des problèmes du grille costal, des problèmes de sternum, des problèmes dorsales. Puis regardez aussi le côté émotionnel, hein, parce que le poumon, c'est tout ce qui nous chagrine. Donc il peut y avoir un problème émotionnel qui empêche le système immunitaire de fonctionner. Et il y a des résultats qui sont stupéfiants. Alors les jeunes, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un qui a pris un sérieux coup de froid, de soigner, ça marche. Pour toi, Claude, c'est quoi la chiro du coup? La chiropractique, c'est tout simplement supprimer les interférences nerveuses. Comme j'explique à mes patients, moi j'aime bien parler par image parce que les gens, si tu leur tiens le langage médical que je tenais quand je me suis installé il y a 45 ans, les gens te regardent avec les grands yeux, ils sont plus malades du nom de la maladie que tu as mis que de ce qu'ils ont réellement. Donc moi j'essaie de parler par des paraboles, des choses comme ça, leur expliquer très simplement. Je dis mais l'art de la chiro, c'est l'art d'enlever les bâtons que vous êtes mis dans les roues ou que la vie vous a mis dans les roues. Et si la vie reprend le cours, le but de la chiro, c'est rétablir la vie. C'est la vie qui doit diriger notre vie et pas notre mental et non pas nos émotions. Une femme, quand elle fait un enfant, elle ne fait pas une agrégation de médecine avec une spécialisation en gynéco-obstétrique et compagnie, elle laisse la vie donner la vie à travers elle. Donc c'est aussi simple que ça finalement. Il ne faut pas chercher Media Captanzer. Moi je présente les choses très simplement comme ça. J'ai beaucoup de patients qui viennent de la campagne, des gens qui ont des conditions sociales qui ne sont pas les plus élevées, mais bon, ils ont leur qualité, donc il faut prendre un langage qui se met à leur portée. C'est peut-être une recommandation que je donnerais aussi aux jeunes, c'est toujours essayer d'utiliser un langage qui est en rapport avec la profession des gens. Ceux qui sont scientifiques, tenez un langage scientifique.
Mais pour le mécano, essayez de prendre des analogies avec la mécanique, avec l'électricité pour l'électricien, parler de plomberie, si je puis dire, avec le plombier, hein, parce que ce soit l'influx nerveux ou un courant électrique qui passe dans un tuyau, si je puis dire, c'est la même chose. Donc prenez des analogies, parlez simplement aux gens. Les gens ont besoin de comprendre. Ils sont souvent plus malades du nom de la maladie que de ce qu'ils ont. Quand vous dites à un patient que vous avez une tumeur, s'il prend ça au premier degré, 3 mois après, il est décédé. Il y a plein de recherches médicales qui ont été faites justement dans ce sens, qui montrent que des gens sont décédés quelquefois 15 jours, 3 semaines après un diagnostic de cancer. Et quand on a fait l'autopsie, on n'a rien trouvé du tout. C'est-à-dire qu'ils étaient morts du fait qu'on leur ait dit tumeur. Ils sont morts de ça. Donc, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. J'ai fait une grosse erreur la première année que je me suis installé, puisqu'on est parti là-dessus, là-dedans. J'ai vu un monsieur qui, à l'époque, devait avoir 67, 68 ans, qui, il y a bientôt une cinquantaine d'années, était un monsieur âgé. Hein, parce que maintenant, j'ai des patients de plus de 90 ans, mais à l'époque, 70 ans, c'était quelqu'un d'âgé. Et quand j'ai vu tous ces examens, parce que je venais juste sortir de l'école, donc je regardais tous les examens, je faisais les textes neurologiques, orthopédiques et tout le bazar-là, et je lui ai annoncé que compte tenu de son état, je ne pouvais rien faire pour lui. Il est venu vers pomme cramoisie parce que je pense qu'il s'attendait à tout sauf à ça. Alors je me suis dit, je crois qu'il vient de faire une bêtise, et je n'ai jamais recommencé. Comme disaient nos professeurs de philo, let's innate do it. C'est l'intelligence innée, c'est la vie qui va se manifester à travers le patient. On n'a jamais guéri personne, les chiro. C'est libérer la vie qui va permettre aux patients de retrouver la vie, c'est-à-dire un meilleur état de santé. Donc ne mettons pas de limites en disant c'est pas possible. J'ai vu des patients entre guillemets incurables guérir. Pour la petite anecdote, j'ai ma définition très particulière d'incurable. Pour moi, incurable, ça veut dire que c'est curable de l'intérieur par rapport aux maladies excurables qui sont guérissables de l'extérieur. Autrefois, on disait un esprit sain dans un corps sain. Maintenant, on nous dit, gardez l'esprit tordu, prenez 3 tonnes de médicaments et vous allez guérir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de maladies qui sont psychosomatiques. Il faut aider les patients à prendre conscience de leurs problématiques, éventuellement les référer vers quelqu'un qui peut les aider pour certains cas. Et dans ce cas-là, on a des guérisons qui sont merveilleuses. Parce que les gens n'ont pas été formatés pour ce genre de choses. Ils voient un médicament avec une condition. Nous, on a une approche qui est holistique. Et comme on a une approche qui est holistique, on établit des relations entre leurs symptômes et des choses dont ils n'avaient même pas envie de nous parler, qu'ils avaient complètement oublié, et ça les déstabilise un petit peu. Pour donner un exemple qui me traverse l'esprit à l'instant, j'ai une patiente qui est venue un jour me voir avec une névralgie cervico-brachiale à droite, je me souviens, et je lui ai débloqué un truc, on va parler simplement, un truc au niveau de son ovaire droit, et dans les secondes qui ont suivi, son épaule s'est libérée, elle ne comprenait pas. Et pourtant, il y avait bien, neurologiquement parlant, une relation de cause à effet entre une dysfonction ovarienne et son problème d'épaule. Des armes comme ça, il y en a plein. Donc, découvrez les jeunes, jetez-vous à l'eau et improvisez. Écoutez votre intuition. Tu m'as parlé tout à l'heure, avant qu'on commence, de physique, chimique, émotionnelle. Oui. Pour toi, ça a une place dans la chiro? Ah, c'en est une qui est importante, puisqu'on parle du physique, du chimique et de l'émotionnel. Je vais raconter une petite anecdote familiale. Mon fils est né il y a ça longtemps, a passé son permis de conduire, et la veille de son permis de conduire, je l'ai ajusté pour que ce soit cool, relax, tout ça. Et puis d'un seul coup, je suis revenu vers lui et je lui dis, il y a un problème. Et je lui dis, tu sais, tu vas prendre un petit peu de magnésium pour te détendre, parce que c'était mon feeling, il y avait une carence. Et simplement, le fait de rajouter un petit peu de magnésium qui réagit aux seules sensibilités neurologiques a fait qu'il s'est vraiment détendu et le lendemain, il a eu son permis du premier coup. Comme quoi, le côté chimique est important. Hein. Même le professeur Raoul de Marseille actuellement en parle pour l'histoire du Covid. Il dit prenez du zinc. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut prendre la vitamine D. Comme quoi, il y a une nécessité de bien nourrir le corps physique. Hein, il y a le cuivre qui est un antiviral, l'argent
On voit ça dans les catalions, pour ne pas citer le laboratoire. Les catalions, je dirais, c'est la Rolls des oligoéléments. Ou pour les jeunes qui vous ne connaissent pas ça, vous allez regarder dans les maisons de régime, en général, dans les biocopes, tout ça, il y a pas mal de biocopes qui font. Ça s'appelle les catalions. Sinon, regardez sur Internet le laboratoire des catalions. Ils ont des ions qui sont vraiment la Rolls. Alors, en quelques mots, je vais vous expliquer pourquoi c'est la Rolls. Les catalions, ce sont des ions libres. Les ions libres, ça permet de passer à travers la membrane, dans un sens ou dans un autre, sans être incommodé. Pour vous donner une image, si vous allez dans le midi de la France, il y a des petites ruelles en ville où on passe à pied, éventuellement avec un vélo, mais si vous essayez de passer avec votre voiture, ça coince. Avec un camion, encore moins. Et les oligo-éléments, en fonction du support sur lequel ils sont fixés, ils vont pouvoir être des piétons, s'ils sont libres, comme les catalions, ou s'ils sont fixés sur d'autres éléments, ils vont essayer de passer une camionnette dans la petite rue, là, ils vont rester coincés. Alors, pour la petite histoire dans les lectures, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, une des questions dans ta bibliothèque, pour les jeunes, si vous ne l'avez pas lu, lisez La biologie des croyances de Bruce Lipton. Il vous expliquera les échanges intramembranaires avec ça. Il a une image qui est merveilleuse. Il parle des sandwichs aux olives. Et ça explique bien ce qui se passe. Et j'en ai parlé avec un étudiant de l'IFEC il y a quelques années. Je lui ai fait lire ce bouquin-là. Il m'a dit « Ah, j'ai enfin compris ». Et c'était ma perception. Peut-être que j'ai tort. Je lui ai dit « Mais tu sais, si tu n'as pas compris, c'est parce que ton prof, lui non plus, n'avait pas compris ». Parce qu'il y a plein de choses qu'on nous apprend dans les facs, c'est la version officielle, mais la version officielle ne correspond peut-être pas à la réalité. Et j'avoue que Lipton a passé sa vie à enseigner la biologie médicale dans les facs américaines. Et il a une façon d'expliquer les choses qui est très imagée, très simple. Il donne des grandes vérités avec des mots extrêmement simples. Et c'est important. Donc voilà Ouais, dans les lectures. pour l'avoir lu, je le recommande aussi. Hein. Voilà, tu le recommandes aussi. Alors, c'est bien. Et comment ça fonctionne du coup ton cabinet quand les patients ils arrivent? Moi, je suis, comment dirais-je, je ne fonctionne pas comme je suis censé. J'ai pris plein de séminaires de développement de cabinet, tout ça, et on dit il faut faire un case history, faire un programme, ceci, un planning. Et comme vous faites tous maintenant avec des documents que vous avez, moi, je n'ai jamais eu d'informatique au cabinet, je suis toujours resté avec les fiches, jamais fait de dossier. Donc, je suis toujours resté en dehors de ça. Ça ne m'a pas empêché de faire tourner mon cabinet. Mais je pense que la version que vous avez, les jeunes, où vous faites un dossier documenté pour les patients, c'est très bien. Parce que j'ai un parent qui m'a contacté il y a quelques semaines en me demandant ce que je pensais de nos jeunes confrères que je connais bien. Et il m'a dit qu'il avait été extrêmement impressionné par le dossier et tout ce qu'il avait préparé. Donc, c'est un élément, je vous encourage vivement à le faire, même si je ne l'ai jamais fait voir. Beaucoup de confrères font des réunions. Ma fille cadette, que certains connaissent, fait des réunions dans son cabinet. Moi, j'en ai jamais fait parce que ça me prend la tête. Voilà. Donc, quelquefois, maintenant j'ai levé le pied, hein, je vais bientôt avoir 73 ans, donc je bavarde un petit peu avec les patients, mais j'essaye, comment dirais-je, en cours de consultation, leur donner des éléments pour expliquer. Je prévois plus de temps pour la première consultation que pour les autres, ce qui fait que on attend de leur expliquer les bases. Et puis en général, les patients qui les ont envoyés, parce que ce sont des patients qui sont référés par d'autres patients dans 90% des cas, il y en a quelques-uns qui viennent par le net ou des trucs comme ça, mais c'est rare. Moi, je ne suis pas informatisé, je n'ai pas de site internet, donc je ne suis pas moderne. Donc, je pense que vous pouvez déjà mettre une bonne documentation pour les jeunes qui sont à l'aise avec Internet. Je sais que ma fille a un site Internet. Moi, j'en ai pas. Et du coup, par exemple, Mais je vous moi je suis un encourage. nouveau patient, j'ai mal à l'épaule, comment ça va se passer? Ben, moi, j'ai toujours une approche globale. Je sais que souvent, en chiro, un patient qui a mal à l'épaule, on va regarder que l'épaule. Moi, je lui ai expliqué en quelques mots, je lui montre les planches d'anatomie que vous devez avoir dans vos cabinets, on voit le squelette et tous les nerfs qui sortent, les organes, qui a un équilibre physique, chimique, émotionnel, qu'effectivement, il a mal à son épaule, mais ça peut venir d'un problème cervico-brachial, mais ça peut venir aussi d'un problème de mâchoire, auquel cas on va regarder.
j'ai mes protocoles de testing et je pars sur mes protocoles. Et la première séance, j'ai toujours un soin qui est général. C'est extrêmement rare que j'ai un soin particulier symptomatique. Parce qu'il y a plein de patients qui sont dans un état émotionnel, surtout là maintenant avec le Covid. Donc, je vais commencer de stabiliser le général, parce que si on soigne un symptôme, à moins que ce soit quelqu'un qui se soit vraiment fait mal, où il n'y a vraiment qu'un problème mécanique, ce qui est relativement rare, je préfère attaquer par le général et arriver après sur des problèmes particuliers. Moi, je travaille beaucoup. J'ai donné un séminaire l'année dernière, au mois de janvier. Je suis censé en redonner un au printemps prochain si on n'est pas confiné. On me l'a demandé. Je vais reprendre les notes du premier et puis essayer de combler les lacunes dont j'ai pu avoir écho, parce que faire un séminaire, c'est pas si simple que ça. J'en avais fait un en 1975 quand je suis rentré des États-Unis. J'avais fait une présentation de l'EKE, auquel étaient d'autres, Jean-Pierre Mersman, dont tu me parlais tout à l'heure. Il y avait d'autres confrères qui étaient là. Donc, je sortais de l'école, c'était facile. Bon, j'étais encore dans la mouture intellectuelle très scolaire, si je puis dire. Maintenant, on dirait, j'ai plutôt un langage qui est approprié pour mes patients que pour mes confrères. Donc, je me suis aperçu que c'était une lacune, qu'il fallait que je mette un langage qui s'adapte à mes confrères plutôt qu'à mes patients lors d'un séminaire. Donc, je vais solutionner tout ça. Pour revenir sur ton CAB, est-ce qu'il y a eu une évolution entre quand tu t'es installé, notamment genre la première année, comment s'est passé ta première année, puis après, comment ça s'est passé ensuite en évolution? Ma première année, ça s'est passé très bien et très mal à la fois. Au bout de 2-3 semaines, dans mes patients, j'ai vu quelqu'un qui était propriétaire d'un magasin de produits bio. Et ce monsieur m'a proposé de faire une conférence. J'ai accepté de faire une conférence parce que, je ne sais pas ce que vous faites maintenant, mais à l'époque, j'avais mis une annonce dans le journal, je n'étais pas tourangeau, donc les patients venaient, mais il n'y avait pas grand monde. Donc, quand on a une proposition pour faire une conférence, on l'accepte. Et dans cette conférence, j'ai été pris à partie par quelqu'un qui apparemment était un étudiant en médecine. Et il m'aurait, comment dirais-je, challengé sur le côté biochimique. Je pense que j'aurais sans doute eu du mal à faire face, mais il a voulu me challenger sur le côté de la neurologie, qui a toujours été mon dada. Et il n'a pas très bien apprécié ce que je lui dis. Ce qui fait que 8 jours après, j'avais les flics qui débarquaient dans mon cabinet et j'ai eu mon premier procès pour pratique illégale de la médecine. Alors, ça s'est passé comme ça. Donc, comme j'avais un procès pour pratique illégale de la médecine, il a fallu que je trouve un avocat. J'ai essayé d'en voir un. Il ne voulait pas s'occuper de moi parce qu'en Touraine, c'est particulier. Il y a des milieux sociaux et les avocats et les toubibs, ça marche de pair. Donc, quand il y a un hors-la-loi, comme nous pouvions l'être il y a 50 ans, c'est pas bien pour un avocat de prendre un cas comme ça. Donc, j'en ai vu un deuxième, ça n'a pas marché. Et finalement, quelqu'un me dit, il faut que tu ailles voir le bâtonnier. Et je suis allé voir le bâtonnier de l'époque. Et c'est le bâtonnier qui, lui, a par contre accepté de me défendre. C'est quoi le bâtonnier? Le bâtonnier, le bâtonnier, c'est le président, si je puis dire, des avocats localement. Je ne sais pas si le terme de président est adéquat, mais comme si on a un peu nos présidents de région, si tu veux, dans notre association professionnelle, c'est un peu l'équivalent. C'est le plus gradé dans les avocats, c'est lui qui chapeaute tout ça. Et ça me revient, il s'appelait Gurigolas, et Maître Gurigolas a bien voulu accepter de me défendre. Et après, donc, du coup, ça s'est passé comment? J'ai été condamné à une amende, ceci, cela, mais bon, ça fait parler de moi dans la presse. Et finalement, le fait qu'on parle de moi dans la presse, ça m'a permis de démarrer mon cabinet. Et à la fin de la première année, mes objectifs étaient atteints. Donc, c'était quoi les objectifs? À l'époque, je voulais 10 000 francs
par mois, 10 000 francs par mois, je ne sais plus combien ça fait en euros. Euh, Ça ça fait 6 000 fait, euros, non? oui, je suis en train de chercher, ça fait, j'étais à 70 francs la consultation, donc 10 000, ça fait 100, ça fait 150 patients, oui, 150 patients par mois à la fin de la première année, grosso D'accord. modo. Hein, Mm. ça devait faire quelque chose dans le genre. D'accord. Il n'est pas si Et mal que ça. après, et du coup, l'évolution, ça a été quoi les années suivantes? Eh ben, les années suivantes, après j'ai déménagé, j'ai changé de ville, je suis venu à Saint-Cyr-sur-Loire où je suis depuis 45 ans. Et puis, ben, j'ai développé mon cabinet, ça a tourné, j'ai eu des enfants, je me suis occupé des enfants. Puis quand mes enfants sont devenus grands, ben, il a fallu envisager, c'est pouvoir leur financer leurs études, parce que j'en ai deux qui voulaient faire des études dans des écoles privées. Donc là, j'ai rencontré John de Martini, qui nous a coachés pour développer nos cabinets. J'ai travaillé pendant des années avec John. On était tout un petit groupe, on était 20 ou 30, je ne me souviens plus trop combien, ça dépendait des séminaires. Et ça a été extrêmement bénéfique. C'était quoi Donc, l'évolution grâce à John? voilà. Donc j'encourage les gens à travailler avec John. John, comment dirais-je, c'est pas un businessman. C'est-à-dire qu'il nous enseigne l'art de développer nos cabinets, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il a une rectitude, une probité qui m'ont bien plu. Parce que j'ai vu des séminaires de business américains, c'est des machins pour faire du fric. Moi, c'était pas ma tournure d'esprit. Alors que là, c'était bien. C'était gagnant-gagnant. Il fallait que le patient et le chiro, tout le monde y trouve son compte. Qu'il y ait vraiment un équilibre. Hein, je ne sais pas s'il revient en France. C'est longtemps que je n'ai pas pris de séminaire avec lui. La dernière fois que j'ai vu, c'était aux US. Mais s'il revient en France ou il vient en Angleterre, enfin, il venait en Angleterre, parce qu'avec le Covid, il ne vient pas. Mais vous pouvez aller sur son site internet, c'est docteurdemartini.com. Et il y a plein de conférences qu'on peut regarder gracieusement ou s'inscrire par des webinars, parce qu'il fait des webinars maintenant qu'il est sur du Covid. Et c'est vraiment très intéressant. C'est quoi que tu en as tiré, toi, de John? C'est quoi qui a évolué chez toi? Se dépasser, oser, tout ça. J'ai un cabinet qui marchait bien, mais enfin qui marchait bien pour moi à l'époque. Et en travaillant avec John, en l'espace d'un an ou deux, j'avais quadruplé ma clientèle. Donc c'est quelque chose à faire. Bon, on est maintenant dans une période qui est un petit peu particulière. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose compte tenu du Covid? Ce n'est pas certain. Hein. Moi, je vois des patients que je voyais très régulièrement depuis le début de l'année qui a eu l'histoire du Covid. Il y a des familles entières que je ne vois plus. Je vois les échos par les patients. Les gens sont dans la peur. Puis les médias font tout ça pour l'entretenir. Mais peut-être que c'est moi qui me mets des limites. Hein. Il y en a peut-être dans nos jeunes confrères qui, comment dirais-je, ont d'autres motivations que les miennes et qui vont de l'avant, qui arrivent à avoir des flux comparables à ceux que j'avais il y a quelques années. Je sais que ma fille avait pris des séminaires aussi avec un de nos confrères qui est dans une île, là, c'est à Majorque ou je ne sais plus où. Ah, Mark Hudson, non? Voilà, c'est ça, avec Mark Hudson. Et j'y suis jamais allé, mais les échos que j'ai eu par ma fille, c'est un gars qui en veut, qui booste. Je pense qu'il a sans doute, comment dirais-je, il ne se met pas de limitation Covid ou je ne sais pas quoi. Bon, moi j'ai 73 ans maintenant, je ne veux pas dire que je suis en touriste dans mon cabinet, mais bon, je me mets plus d'objectifs. Je prends le temps de vivre, je me prends au minimum une semaine, quand ce n'est pas 10 jours de vacances tous les mois. Donc, j'ai d'autres objectifs. Je profite de mes enfants, de mes petits-enfants, on se balade. Le cabinet, ce n'est plus ma priorité. Donc, je serai un mauvais coach, si je puis dire, pour les jeunes. Il vaudrait mieux trouver quelqu'un qui est en plein dedans et pour ça. Je peux donner plein de conseils sur l'expérience, les cas où il faut oser soigner le patient et pas s'occuper des drapeaux rouges qu'on nous met partout quand on fait nos études. Je crois qu'à l'IFEC, vous en avez eu encore plus que nous aux États-Unis. Pareil. Bah, allons-y, du coup. C'est quoi, du coup, des cas qui t'ont marqué?
des cas qui m'ont marqué. Je vais en prendre un, parce qu'on la chiro, on dit chiro, mal au dos. Ça aurait été aux États-Unis, je n'aurais pas soigné ce patient-là. Je serais diplômé de l'IFEC, je ne l'aurais pas fait non plus. Et j'ai un patient qui est venu me voir un jour avec un disque fragmenté. Et normalement, il ne faut pas y toucher. Et j'ai soigné ce patient-là uniquement en énergétique, en utilisant des méthodes, soit Deke, qui était la base que je faisais à l'époque, soit du Van Rant, des trucs comme ça. On parle au pied, je ne sais pas si vous connaissez ces méthodes-là, les jeunes. Oui, tu connais? Ça te dit quelque chose? Comme Best. Ou Best, qui est en énergétique. En fait, des méthodes qui étaient purement énergétiques. Comme ça, on ne prenait pas de risque avec sa problématique mécanique, et ça l'a nettement amélioré. Donc, il ne faut pas se mettre de limites. Pour revenir un petit peu à ce genre de choses, j'en avais parlé dans le séminaire que j'ai fait. J'ai soigné je ne sais combien de patients avec des fractures tassements vertébraux chez des gens du 3e âge où ils ont des problèmes de déminéralisation, ils font des fractures tassements, et on nous dit il ne faut pas y toucher. Moi, j'ai des protocoles dont je parlerai lors de mon séminaire, et je dis si, faites ceci, je donne un protocole et ça marche très bien. Je dirais qu'il y a 2 patients sur 3, si ce n'est pas 3 sur 4, qu'on soulage énormément. Qu'on soulage, il y a les vertèbres, elles se reconstruisent? J'ai pas fait de radio pour ce genre de truc. J'ai eu des patients où j'ai eu des examens pour montrer derrière, mais ça, je n'ai pas souvenir d'en avoir eu. Ce que je me souviens clairement, c'est que le changement de symptômes des gens qui dormaient assis dans un fauteuil parce qu'ils ne pouvaient plus s'allonger dans leur lit tellement ils avaient mal, et après quelques séances, ils peuvent redormir dans leur lit, ça change quand même leur vie. Il y a de grandes chances qu'il y ait une reminéralisation qui se soit faite, une consolidation. Mais bon, ceux qui veulent des évidences based, ils vont te dire que de toute façon, s'il y a une fracture, elle va se consolider, même si on ne fait rien. Donc, ce n'est pas une preuve que ce que j'ai fait a permis la reconsolidation de la fracture. Mais ce qui est certain, ça, c'est le côté symptomatique, où il y a un gros changement côté du confort couché. Et voici. Et je ne sais pas combien de dizaines j'en ai soigné. Donc, utiliser des méthodes énergétiques. Moi, je travaillais surtout avec les patients qui avaient ce genre de problématiques, c'est sur les circuits d'équilibre. Hein, je parlerai de ça dans le séminaire quand je le refais. Parce que ces gens-là, c'est la plupart des gens du 3e âge, quand ils se fracturent, soit il y a des fractures spontanées, c'est soit suite à des chutes. Et la plupart des gens qui ont des chutes, c'est parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre, qui est une des problématiques majeures des gens du 3e ou 4e âge. Donc, je regarde ce truc-là de façon systématique chez les patients. Donc, faites le séminaire avec Claude. En parlant de technique, du coup, toi, tu utilises... En parlant de technique, tu utilises quoi? Il paraît que c'était le premier chiro Eke en France. Et puis, tu as aussi... Voilà, j'ai fait de l'Eke pendant des années. L'Eke a répondu à certaines de mes questions et n'a pas répondu à d'autres. Donc, au bout de quelques années, j'ai fait avec un autre confrère, c'est Michel Fray. Tous les deux, on a fait des cours pendant 3 ans de médecine quantique, qui était organisé par un médecin. On était les 2 seuls chiro au milieu de 25-30 to be homéopathes ou acupuncteurs, qui avaient donc une tournure d'esprit bien particulière. Et ça s'est super bien passé. On les a pratiquement tous soignés. On avait des échanges, c'était super intéressant. Et j'ai utilisé justement l'appareil Kirlian qu'on utilise en médecine quantique pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans les cas avec lesquels je n'arrivais pas à avancer. Et ça m'a donné... C'est un appareil Kirlian qui permet de photographier l'aura au niveau des doigts, au niveau des mains et au niveau des pieds. Je m'en suis servi pendant quelques années et ça m'a donné beaucoup de réflexion, mais ça n'a pas répondu à mes questions. C'est pour ça que j'ai développé ce que je fais. Alors, j'ai plus mon appareil Kirlian, je n'ai pas vérifié qu'est-ce que ça donnerait sur les patients d'aujourd'hui avec les méthodes que je fais, mais certain que je travaille beaucoup sur le cross-crawling, les coordinations de synchronisation, et je pense que tous les gens qui ont des problèmes chroniques, il y a un problème à ce niveau-là. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est la seule méthode qui marche pour ça. Hein. Il y a d'autres approches. En network, ils ont des résultats. En best, tu évoquais le best, ils en ont. Ma fille fait beaucoup de TBM, ça marche très bien aussi. Et bon, si tu regardes le gars qui a développé le TBM, je ne sais plus comment il s'appelle, il fait du TBM, il ne fait pas de network.
Epstein qui fait du network fait pas du TBM. Bon, on a chacun notre truc et puis on fait notre machin. J'ai pris des séminaires aussi avec Carl Ferreri qui fait du NOT. J'avais déjà pris des séminaires de NET quand j'étais aux États-Unis. Bon, j'ai mélangé un petit peu tout ce truc-là. J'ai pris quelques séminaires aussi d'acupuncture. Je joue pas aux fléchettes, mais disons la compréhension des choses m'a amené dans mes protocoles à utiliser des choses qui sont faites dériver de l'acupuncture. Hein, pour ceux qui font les quais, vous le savez sans doute, c'est qu'entre chaque trou de conjugaison, il y a un méridien connecteur d'acupuncture qui sort. Donc, quand on fait même une manipulation vertébrale, bon, ajustement, ma génération, on préfère les termes d'ajustement, même si on vous enseigne les manipulations à l'école, c'est pas bien grave, moi je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Et quand on tape donc une articulation vertébrale, ça réagit sur les circuits d'acupuncture en même temps, hein, comme on est quai, on le voit, ça réagit sur le sanguin, ça réagit sur les lymphatiques, ça réagit sur tout ça. Et par rapport à Eke, tu as pris beaucoup de cours avec Godard, non? Oui, ben j'ai comme eu la chance, moi j'ai commencé à prendre des cours en Eke avec Goudart aux États-Unis. On a même organisé une petite grève à Palmer des étudiants. On payait nos frais de scolarité en début de chaque trimestre. Et on avait demandé des cours d'Eke, ils ne voulaient pas nous les donner parce que ça n'était pas les trucs scientifiques, c'était un truc d'avant-gardiste à l'époque. Et quand on a arrêté de payer nos tuitions, au bout de 8 jours, ben, ils ont trouvé ça bizarre qu'il y ait 2 tiers ou 3 quarts de la classe qui ne paye pas sa tuition. Ils ont convoqué les présidents de classe. Et on a dit, bon, on veut des cours d'équé. Et on a vu nos cours d'équé. Voilà. C'était George, du coup? C'était George, du coup? Oui, il y a eu quelques cours avec Georges, mais il y a nos confrères américains, on avait fait un petit groupe d'études et ils nous enseignaient les cours, donc on le payait. Et comme on le payait, il avait les moyens financiers d'aller prendre les cours à Détroit avec Georges. Et puis quand il est revenu, il nous faisait le cours, ce qui lui permettait de le pratiquer, donc de l'apprendre, on le faisait en même temps. Donc, comment dirais-je, il y en a un qui était le leader, si je puis dire, du groupe et qui était financé, parce que bon, quand on est étudiant, on n'a pas toujours de gros budget, et qui était donc financé par la participation qu'on donnait à faire les cours chez lui. Donc, ce n'était pas des cours avec Goodhart avec une première main aux États-Unis, c'était une deuxième main. Et après, quand j'ai fait ce premier séminaire en France, à Lyon, là, après, on a fait venir Goodhart en France pendant des années. Ah oui? Oui. Wow. Et c'est comment alors, un cours avec Godard? C'est Richard Meldener, qui est sans doute toujours à Paris, qui s'était organisé avec Alain Ligny de faire venir Goudart à Paris. Il est venu pendant des années. Et c'est comment, du coup, des cours avec Godard? Ben, c'est une chose extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui avait une très grande qualité, qui avait une culture scientifique énorme et il ne s'attribuait jamais les mérites des autres. Chaque fois qu'il sortait quelque chose, c'était toujours en référence à l'auteur des travaux de recherche. Il ne cherchait jamais à dire c'est moi qui ai découvert le truc. Non, non, non. Il y avait tout un tas de méthodes et c'était une approche, comment dirais-je, pluridisciplinaire où on intégrait justement le physique, le chimique, l'émotionnel. Et moi, ça me plaisait beaucoup parce qu'avec les tests en équai, je ne sais pas si tu en fais, mais avec les tests en équai, on peut progresser et voir si ce que l'on a fait, ça tient ou ça ne tient pas. Si ça ne tient pas, c'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc, on a un outil de mesure, si je puis dire, de contrôle de la progression des soins. Moi, je sais que bon, j'ai fait ça fait partie des cours à Palmer de faire qui était mon rêve là, du Gunstead. C'est pas mon truc. J'utilise le côté biomécanique, mais faire que du biomécanique comme font certains de nos confrères, moi, ça ne me correspond pas. Mais bon, je ne dis pas que c'est pas bien, parce que quand j'ai connu la chiro où ce n'était que du biomécanique avec Belaval, ça m'a quand même sorti de là. Mais quand j'ai découvert les quais, je n'avais plus du tout envie de faire que du bioméca. Et ceux qui veulent faire ça, s'ils sont à l'aise, il n'y a pas de problème. Simplement, on va attirer, en fonction de la méthode que l'on utilise, une patientèle qui va avoir telle ou telle orientation. Des gens qui sont très matérialistes, qui aiment bien les choses très concrètes,
le bioméca, ça va leur plaire. Les méthodes Leakey, le network, ça, le best, ça a un petit côté, je me sens guillemets, ésotérique. Et les gens qui sont ouverts, ça va très bien passer, ils trouvent ça merveilleux. Les autres, comme on dit patient, vous êtes un peu sorcier. Mhm. Ils ont du mal à comprendre. Ils vont être réfractaires, du coup. Voilà, certains, mais bon, ça ne les empêche pas, ils voient les Mhm. résultats. J'ai vu un petit garçon là, hier qui est nettement mieux, qui est venu avec sa mère et sa grand-mère qui est dentiste en retraite. Je voyais bien la tête de la grand-mère qui est dentiste, elle était un peu surprise par ce que je faisais, mais bon, le gamin, il n'a plus de problème. Ça les Ok. interpelle. Mhm. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça marche, non? Voilà, ça marche. Mais je vais quand même mettre une petite aparté. Tu dis qu'on n'y croit pas, ça marche. C'est vrai, mais le fait que le praticien y croit, ça aide les choses. Parce qu'on parle du placebo, et le plus grand placebo, c'est le thérapeute. Si le thérapeute n'a pas confiance dans ce qu'il fait, il ne peut pas avoir des résultats. Il faut que ta certitude, ta confiance, appelle ça comme tu voudras, soit plus grande que le doute de ton patient. À ce sujet-là, il y a un excellent bouquin qui a été traduit en français qui s'appelle L'effet placebo, qui a été écrit par notre confrère américain Joe Dispenza. Moi, j'invite tous mes confrères à lire ça. Joe Dispenza, L'effet placebo. C'est en français. Ouais, Joey, moi, il a eu un gros impact sur moi. C'est surtout devenir super conscient qui m'a marqué, mais j'en doute pas Voilà. que l'effet placebo J'ai fait soit. dire à certains patients. Hmm. Et du coup, là, je vois la bibliothèque extraordinaire derrière toi. Oui. Enfin, tu me disais que c'était ta passion de lire. Tu lis quoi en ce Oui. moment? Actuellement, je suis dans une période où j'ai plein d'autres occupations. Aujourd'hui, par exemple, j'ai jardiné parce que j'adore jardiner. J'ai taillé mes rosiers, j'ai fait plein de choses. J'ai passé ma journée. Donc actuellement, je suis dans une période où j'ai plein d'autres choses à faire et j'ai levé le pied côté lecture. Et sinon, il y a quoi J'ai du des coup dans périodes toute comme cette, ça. il y a quoi Oui. du coup dans toute cette bibliothèque? Oh, il y a plein d'ouvrages. Il y en a un qui est très intéressant aussi, qui est écrit par un Toubib. Je vais regarder si je retrouve le truc. Il doit être sur mon bureau, je pense. Vas-y, vas-y. Il y en a un que j'ai lu il y a quelque temps. C'est pour ceux qui veulent regarder le côté émotionnel. C'est très intéressant. C'est l'empreinte de naissance. Je ne sais pas si on peut le lire là. Voilà. L'empreinte de naissance, ouais. Voilà. C'est Il y de a qui du celui-là, coup? qui est très intéressant. Il y en a un autre qui est un, peut-être Laszlo ou un nom comme ça. Voilà, ça, c'est tout. Voilà, un autre bouquin à lire sur La connexion l'intestin. cerveau-intestin. Voilà, mais il faut regarder sur le net parce que je ne connais pas de bouquin là-dessus. Moi, j'ai regardé surtout sur le net. Il y a les Américains qui ont fait des travaux de recherche et on nous parle toujours de notre cerveau, celui qui est sur les épaules là-haut. On nous parle de notre cerveau intestinal, mais il y en a un troisième, c'est le cœur, qui est classé comme organe neuro-endocrinien. Je ne sais pas ce qu'on vous apprend à l'IFEX si on en parle. Mm. Et moi, je dis toujours, le cœur, c'est comme dans une centrale nucléaire. La force est dans le cœur de la centrale, elle n'est pas dans le poste de commande. Or, le poste de commande, c'est là-haut. Donc, on voit bien, on dit que les gens, ils ont le cœur sur la main. Si le cœur sur la main, c'est qu'il y a une connexion entre le cœur et les mains. Parce que sinon, on est dans le calcul et la manipulation. La manipulation, ça vient de la tête. Le cœur sur la main, comme son nom l'indique, ça vient du cœur. Donc, il Mm. y a plein de travaux que j'avais cherchés sur HeartMath Institute. On trouve ça sur le net. Et c'est intéressant. Bon, il y a des choses sur la cohérence cardiaque, mais ils ont fait tout un tas de travaux de recherche. Ça, c'est intéressant. Euh, En ce moment, il y a un sujet d'actualité que je voulais parler. Les associations, tu fais partie de l'association française de chiro. Oui, oui, depuis 47 ans. Est-ce que c'est important pour toi? Je dirais oui et non.
parce que depuis quelques années, j'ai un peu décroché. L'ambiance n'était pas terrible, donc ça fait au moins une dizaine d'années que je ne suis pas allé aux réunions, mais je fais toujours partie de l'association, parce que je pense qu'il faut s'aider et puis il faut laisser la place aux jeunes. Moi, je ne suis pas très paperasse, administration et tous ces trucs-là. On m'avait demandé, il y a ça peut-être 20 ans ou 25 ans, de me présenter pour devenir le président de l'association de Kiro, mais les paperasses, c'est pas mon truc. Alors, j'ai décliné l'offre, c'était très gentil, mais je n'en voulais pas. Et est-ce que deux associations en France seraient, je ne sais pas si tu as vu parler t'as entendu parler du SNC, Syndicat national des chiropracteurs? Oui, mais le syndicat, enfin tel que je le conçois, moi, le syndicat national des chiropracteurs, c'est un syndicat comme il y a l'ordre des médecins, si je puis dire, c'est l'équivalent, ça n'a rien à voir, à mon avis, ça n'a pas pour but de supplanter l'AFC, enfin je ne pense pas. Parce que l'autre soir, j'ai été invité pour regarder, je l'ai regardé pendant un peu plus d'une demi-heure, j'ai dû arrêter parce que j'ai une conférence auquel je m'étais inscrit aux États-Unis. Donc, j'ai préféré ma conférence américaine à le côté administratif. Et puis, comme c'est la première, j'ai dit, ils vont me présenter tout ça, ça va être beaucoup de blabla. Donc, on va laisser décanter tout ça. Je pense que la prochaine, je porterai plus d'attention, laisser les choses se mettre en place. Quand on fait un projet, il y a toujours un brouillon. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas préparé leur affaire, hein. Je ne les critique pas. Mais bon, il faut prendre la température de Pierre, Paul, Jacques, regarder un petit peu, tenir compte de tout ce qui peut se dire autour pour mettre quelque chose en place. Donc, la, la première mouture, ce n'est pas forcément celle qui sera définitive. C'est comme nos gouvernants, ils ont des projets de loi, mais entre le projet de loi et la loi, ce n'est pas la même chose. Là, ils ont un projet de faire ce syndicat. Ça fait déjà 2-3 ans que j'avais entendu parler de ce truc-là. Bon, apparemment, ça y est, ça s'est fait. Je ne sais pas si c'est sorti au JO ou pas. Je n'ai pas suivi tous les détails. Mais bon, le fait, c'est comme en politique, le fait qu'il y ait un peu d'opposition, ça stimule, ça oblige les gens à réagir. Je pense que c'est très bien. Il fut un temps, j'ai quitté l'AFC pour être avec une association qui était dissidente, je dirais. Ça avait provoqué au niveau de l'AFC à l'époque des frictions parce que cette association dissidente avait décidé de fêter le centenaire de la Chiro. Ça fait donc 25 ans, parce qu'on a 125 ans maintenant. Et l'AFC ou ANFC, je crois que c'était à l'époque, avait été coiffé sur la ligne. Ça n'avait pas été très bien perçu, mais bon, c'est pas grave. On avait fêté le centenaire de la Chiro, c'était le principal. On arrive à la fin de l'interview. Oui. J'ai deux questions pour finir. La première, c'est est-ce que tu as un avis sur le Covid? Oui. Je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas compris dans l'attitude des ministères actuellement. Les jeunes, tout le monde est au courant. Il y a une science qu'on appelle la psycho-neuro-immunologie. Pour faire simple, si le moral descend dans les chaussettes, l'immunité descend dans les chaussettes. Et là, au niveau planétaire, on stoppe le moral des gens, ce qui va complètement à l'encontre de la stimulation de l'immunité dont on aurait tous besoin actuellement. Ça me paraît aberrant. Je serai plus enclin à écouter les conseils, les recommandations de certains Marseillais. Ils disent qu'il faut prendre de la vitamine D, qu'il faut prendre du zinc, qu'il n'y a pas péril dans la demeure. J'ai reçu une vidéo il y a peu de temps par un autre Marseillais réanimateur qui dit mais on en est déjà à la 4e souche parce que le Covid mute extrêmement rapidement. Contrairement à tout ce qu'on peut nous dire, il y a des gens qui ont eu les 3 premières formes, sans doute parce qu'ils ont un système immunitaire qui est complètement déficitaire. Donc, si on veut nous faire un vaccin contre quelle souche, je pose la question. Moi, j'ai reçu tout à l'heure je suis abonné, j'ai reçu ça sur mon téléphone, j'ai donné le titre exact, ça peut servir. Oui, pour rebondir, Sur j'ai vu. Alternative Santé, pour ceux qui sont Comment? abonnés sur Alternative Santé, il y a un article avec quelques, comment dirais-je,
quelques remarques qui sont faites sur le vaccin du Covid. Les grands directeurs des 5 multinationales qui veulent nous proposer du Covid ont dégagé 145 millions de dollars de bénéfices en spéculant à la bourse. Je sais pas, ça, on se demande un petit peu si on veut soigner les gens ou si c'est un truc financier. Je sais pas, c'est pas très clair tout ça. C'est un peu opaque à mon goût. Je suis d'accord. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir une bonne hygiène alimentaire, dormir suffisamment parce que c'est important, prendre éventuellement des compléments alimentaires avec des vitamines, des oligo-éléments. Le cuivre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un antiviral. L'argent, c'est un antibactérien. D'après les protocoles de marseillais, ils ajoutent des antibiotiques à des antiviraux. Donc, nous, on donne des trucs en oligo-éléments. Il faudrait mettre les deux, rajouter le zinc dont je parlais tout à l'heure, mettre de la vitamine D, et puis surtout, c'est garder le moral au fixe et arrêter de se laisser prendre la tête par les médias, parce qu'il y a des gens qui sont morts de trouille, et puis j'ai eu peur des patients. Mais comme je ne l'ai pas vérifié, je n'en parlerai pas. Il y a des trucs qui sont quand même un peu bizarres. J'ai l'impression qu'on a compté pas mal de gens qui sont soi-disant les cellules du Covid, mais je crois que le Covid, c'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais bon, je n'ai pas de preuves, donc j'accuse personne, mais c'est les échos que j'ai par des patients. Et il semblerait que sur certains sites, je ne suis pas le seul à faire cette remarque-là. La chiro, est-ce qu'elle a une place? Ben la chiro, elle a une place, mais bon, les evidence-based, on va nous dire non. Mais j'en ai parlé tout récemment avec des confrères américains qui m'ont appris quelque chose que je ne savais pas. C'est que certains États américains ont reconnu la chiro suite aux épidémies de la grippe espagnole qu'il y a eu il y a grosso modo un siècle. Et les patients qui étaient sous soins chiro ont eu de meilleurs résultats que ceux qui étaient sous soins médicaux à l'époque, d'où la reconnaissance de la chiro dans ces états-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu plein de patients qui ont résisté non pas au Covid, mais à des grippes, des coups de froid. N'oublions pas que le nom de ce qu'on appelle la grippe, en anglais, c'est influenza pneumonia. C'est donc un problème qui, dans certains cas, peut devenir extrêmement sérieux. Ces patients qui n'arrivaient pas à se libérer de leur coup de froid hivernal, malgré les antibiotiques, la chiro leur a permis de soigner. Mais bon, scientifiquement parlant, je ne peux pas prouver ça. J'ai écouté une conférence à l'époque du premier confinement et justement un confrère américain qui est le doyen de Life West parlait de ce truc-là. La science a démontré que A égale B, que B égale C, mais on n'a pas démontré que A égale C, donc la chiro ne peut pas dire qu'elle a un effet sur l'immunité. Alors je ne vais pas contredire le doyen de cette université. Et il y avait un des profs qui enseigne la biologie et tout ça, qui est vraiment une sacrée pointure aux États-Unis, qui est intervenu justement dans ce débat. Et il disait que même si on a des résultats cliniques, on ne peut pas se prétendre de soigner des gens qui ont le Covid. Et j'en ai pas eu. J'ai eu 4 patients qui ont eu le Covid mais qui étaient guéris en 6 mois. Mais j'en ai soigné aucun qui l'avait. Tous ceux qui ont été testés positifs ont tous décommandé leur rendez-vous. Donc, j'ai aucune expérience clinique dans ce domaine-là. Je me placerai pas là-dessus. Dernière question, le futur de la chiro? Le futur de la chiro, je crois qu'il ne faut surtout pas se décourager parce que quand on voit la mouvance qu'il y a au niveau des patients, les gens vont de plus en plus vers les médecines douces. C'est l'ancien président des États-Unis, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'avais le document, je ne sais plus où, à la maison, qui disait que dans l'avenir, on utilisera une médecine, il n'y aura plus de médicaments, mais on utilisera les pouvoirs récupérateurs du corps. Et je pense que cette période, elle est sans doute en train d'arriver, parce qu'on voit tous les scandales financiers qu'il y a et tous les scandales sanitaires avec les médicaments, les effets secondaires et tous ces trucs-là. Les gens commencent à se poser sérieusement des questions. Enfin, au niveau de ma clientèle, moi, c'est les messages que j'entends. Les gens me disent, est-ce que vous êtes pour ou contre les vaccins? Moi, je dis toujours, je ne suis pas contre les vaccins, je suis pour la liberté de choix. Et j'ai une jeune patiente qui, suite à une vaccination contre l'hépatite, s'est retrouvée avec une sclérose en plaques. Aux États-Unis, les laboratoires qui ont fait le vaccin ont été au tribunal et ont gagné. En France, elle n'est pas la seule à aller au tribunal, elle a été déboutée de sa plainte. Elle a perdu pour le même médicament fabriqué par le même labo. Donc, il y a une justice qui varie d'un pays à l'autre. Bon. Le principal, c'est que, hormis quelques petites séquelles émotionnelles, elle a récupéré sa marche, je dirais, à 100%.
Pour moi, c'est ce qui est important. Est-ce que tu as un mot de la fin? Let's unite, do it. Ne vous appropriez pas ni les guérisons, ni les échecs. Chaque thérapeute étant différent, Pierre ne pourra pas soigner le patient, mais Paul le fera. Je vais donner une petite anecdote pour bien expliciter les choses. Quand j'étais étudiant en Palmer, on était en clinique et on avait nos patients. Et un jour, il y a un patient qui est venu à la clinique de Palmer qui revenait du Mont Reb voir le grand Gunstead. Et Gunstead n'a pas été en mesure de le soigner. Et un étudiant, un bleu, comme on dirait, lui a résolu le problème. Simplement, chaque être ayant un charisme qui est différent, si la maladie du patient est sur la face nord, c'est comme ça que j'explique à mes patients, il faut que vous trouviez un thérapeute qui est sur la face nord. Si vous avez le plus grand alpiniste, mais qui connaît bien la face sud, qui ne connaît rien de la face nord, il n'aura pas le résultat avec vous. Et ce que je disais tout à l'heure, surtout, lisez le bouquin sur le placebo. C'est votre croyance. Si vous pensez, si vous doutez, vous ne pouvez pas, vous transmettez votre doute à votre patient et vous l'empêchez de guérir. Donc, ayez la foi. Let's innate do it, c'est l'intelligence innée qui guérit. La force, comme dit le chevalier Jedi, la force est en nous. La force, c'est la vie, c'est la force qui fait tourner la galaxie. Regardez, pour ceux qui sont intéressés à avoir des bases scientifiques, allez sur la Résonance Academy sur le net. C'est pour ceux qui parlent bien l'anglais, c'est ce qui est le mieux. Moi, je le prends en anglais, qui est organisé par Nassim Haramein, j'en avais parlé pendant mon séminaire. C'est un gars qui a été proposé pour le prix Nobel de physique, mais il travaille sur la physique quantique unifiée. Ça dérange tellement qu'on l'a mis à l'écart et on a mis quelqu'un d'autre en prix Nobel, mais il fait des recherches qui sont donc surprenantes. Donc, essayez de vous trouver 2 heures par mois et allez écouter ses conférences en anglais. C'est le premier mercredi du mois et je crois que c'est le 3e mercredi du mois. Il y a une conférence qui est faite par les Canadiens qui, là, est en français. Donc, regardez C'est quoi du Nassim coup? Haramein sur Internet. Merci, Maramen. Oui. D'accord. Bon, ben merci pour ce mot. Voilà. Du coup, on arrive à la fin. Oui. Et du coup, je vous remercie à tous et à toi aussi, Claude, pour avoir fait cette Oui. interview. C'était un vrai plaisir. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner, mettre un like sur la vidéo et puis Oui. partager aussi. Merci Ok. beaucoup à tous Je et vous en prie. Bonne à soirée à tous bientôt. qui regardez. J'espère que je vous ai donné un peu le feu sacré dans l'Akiro, parce que la motivation de cabinet, comme je disais tout à l'heure, je suis à un âge où je l'ai les pieds, donc il y en a qui sont beaucoup plus adéquates que moi pour ce genre de choses. Hein, mais croyez en l'Akiro. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt Bonne à tous. soirée. Ciao.